Dans cette présentation, on va se pencher sur le développement gazier et pétrolier offshore qui est en pleine boom dans la région PRCM et on se pose la question, certes rhétorique, est-ce que ce secteur sera un ami ou un ennemi de la biodiversité dans le contexte d'une forte pêche industrielle? La politique classique pour devenir ami de la biodiversité pour les industries extractives est basée sur un concept très simple qui s'appelle Biodiversity Offsets ou compensation de la biodiversité et ça part de la principe que la biodiversité a une certaine valeur. Quand on ne connaît pas le milieu, on va avoir beaucoup d'impact. Quand on fait des études du milieu d'accueil, on peut éviter les zones riches. Et ensuite, les zones qu'on ne peut pas éviter, on va atténuer les impacts, mais quoi qu'il arrive, il restera toujours des impacts résiduels. Ensuite, on va les chiffrer, c'est quoi le coût en valeur, et on va réinvestir ce montant dans la biodiversité, dans la protection de la biodiversité ailleurs. Ce sont les fameux paiements pour la biodiversité, pour arriver à un impact zéro. Ça fait beaucoup de polémiques parce que il y a l'argent qui rentre en jeu et là où il y a l'argent, il y a la polémique. Et le monde de la conservation s'est divisé en deux, avec la moitié qui l'adore et l'autre moitié qui la déteste. Alors, comment réconcilier ce monde de la conservation divisé? Parce que c'est important qu'on reste unis face aux défis environnementaux. Donc, avec un groupe international de scientifiques, on voulait voir comment améliorer ce modèle avec des scientifiques de Sénégal, Mauritanie et aussi avec des collègues des institutions européennes qui ont collecté beaucoup de données dans la sous-région. Alors, en étudiant le projet Shingeti, on pouvait faire le bilan, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et surtout, on voulait en tirer des leçons pour le projet GTA qui est en train de démarrer plus au sud. Notre modèle, ou ce qu'on a vu au niveau du projet Shingeti, c'est que ça a eu beaucoup d'impacts négatifs, mais ça a eu aussi des impacts positifs. Et la nouveauté de notre modèle, c'est qu'on regarde pas uniquement les impacts négatifs, mais on va optimiser surtout les impacts positifs. Ça, c'est vraiment le cœur de notre modèle. Donc, l'argent ne rentre pas encore en jeu ici. Donc, c'est avec ça qu'il faudra surtout essayer de compenser les impacts négatifs. Et l'argent, bon, on le garde quand même parce qu'on trouve ça sympathique. Déjà, ils payent peu d'impôts, ces compagnies pétrolières, donc ils fassent un peu de paiement pour la biodiversité, pourquoi pas. Alors, avant de rentrer dans les détails scientifiques du puits Shingeti, tout d'abord un peu le contexte pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance. Cette zone marine fait partie du grand écosystème de Vueling, de bord-est des océans, qui est d'une importance mondiale pour la pêche. Ça, tout le monde le sait, mais elle est aussi importante pour la biodiversité. Jusqu'ici, les efforts de conservation se sont focalisés sur la côte. Donc ici, on le voit clairement, les aires marines protégées, c'est tout sur la côte, avec une petite partie marine juste à côté. On trouve des zones humides très exceptionnelles dans ces aires marines protégées, des zones intertidales, des herbiers marins, des mangroves, c'est des concentrations de biodiversité bien indiquées par les oiseaux afrotropicaux et migrateurs, mais il n'existe pas d'AMP plus au large. Donc pourquoi? C'était déjà ma question en 1995 et quand j'ai commencé à travailler pour l'UICN dans la région et mes supérieurs m'ont fait savoir que, écoute Sandra, la biodiversité de la côte est simplement beaucoup plus vulnérable que la partie marine. La côte est aussi beaucoup plus menacée. On a du pain sur la planche. Il y a eu l'exode rural. La pêche artisanale s'explose. La biodiversité du large est beaucoup plus robuste.
Et d'ailleurs, ce sont peu quelques bateaux de pêche industriels qui exploitent cet espace, donc c'est facile à gérer. Et par ailleurs, les poissons se réhabilitent très rapidement des impacts. Et, last but not least, on n'a pas de moyens pour surveiller le large, donc recentre-toi sur la côte. C'est ce que j'ai fait, mais cette question du large m'a toujours interpellé. Mais avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on va démonter ces idées reçues, c'est vraiment des idées reçues d'antan, une par une. Aujourd'hui, on sait que le large abrite des écosystèmes extrêmement vulnérables, tels que des plus longs récifs au monde construits par des coraux d'eau froide, qui sont bien cartographiés en Mauritanie, mais qui restent en terre inconnue pour la science plus au sud, dans la région PRCM. C'est à quoi ça ressemble. C'est une image qui vient du récif mauritanien. Il y a aussi des champs de plumes de mer. C'est ici. C'est aussi une source de nourriture pour les poissons. Il y a aussi d'autres agrégats tels que des éponges, des anémones, des vers cylindriques qui forment, et c'est ça qu'il faut retenir de ce genre d'écosystème, ce sont des pâturages de viande qui sont broutés par des poissons qui y trouvent aussi refuge et qui peuvent s'y reproduire et pondre les œufs et les garder en protection. Ici, on voit un poisson dans son champ de nourriture, ici dans un champ de vers cylindriques. Et il y a aussi le système de canyon qui crée un milieu favorable à la survie de la biodiversité de ce fond marin et qui peut survivre les différentes époques géologiques. Et c'est ainsi que plein d'espèces ont survécu toutes les variations de conditions environnementales qu'on a eues depuis plusieurs périodes de glaciation. Donc ici, on voit une image du canyon, c'est extrêmement riche et ça va très loin dans le temps au niveau des espèces. Il y a aussi à la surface des hotspots de biodiversité indiqués par de la mégafaune, dauphins, baleines, oiseaux marins et leur comportement. Et ce sont des analyses prêtes à l'emploi pour la gestion, pour améliorer la gestion de la pêche industrielle et aussi du secteur pétrolier. Ici, du premier trimestre, avec des points rouges qui sont vraiment des hotspots à prendre en compte ou à éviter durant cette période. Ici, les oiseaux marins, un hotspot d'oiseaux marins. Et ici aussi avec les baleines bleues qui abondent dans cette zone à fin de période du. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a une connectivité écologique entre cette côte qui est si importante et bien protégée maintenant, aussi avec le large. Mais cette biodiversité côtière ne va pas survivre si la biodiversité au large, qui est très vulnérable et menacée, reste hors la loi. Aujourd'hui aussi, on sait qu'il faut seulement un seul bateau de pêche pour faire énormément de dégâts sur ces habitats vulnérables, qui vont pas s'en remettre facilement. Les écosystèmes marins ne sont simplement pas plus robustes que les écosystèmes terrestres. C'est archi faux, il n'y a pas d'argumentaire scientifique pour cela. C'est un écho du passé, donc je ne veux plus jamais l'entendre. Ici, on le voit clairement, l'écosystème riche, un seul trait de chalut, un petit accident par-dessus, les filets se cassent, mais les écosystèmes aussi. Pour cela, dans les régions OSPAR, on a reconnu, donc en Europe, nord-est Atlantique, on a reconnu que ce genre d'habitats sont vulnérables et qu'il faut les protéger. Ici, les zones, les aires marines protégées au large de l'Angleterre, par exemple. Mais malgré cette politique à la maison, en Mauritanie, 19 ans après la première publication sur l'existence d'un récif corallien sur le talus, le comité scientifique des accords de pêche
n'a jamais évoqué la nécessité de protéger ces écosystèmes, qui sont si importants pour le renouvellement des stocks des ressources halieutiques. C'est bizarre. Ce mois-ci, une petite promesse à moi, après avoir les chassés pendant des années, ils vont le mettre sur l'agenda, mais peut-être pas du tout, et il sera mis sur l'agenda de la réunion d'après. Aujourd'hui aussi, on a les moyens pour surveiller le large avec un ordinateur et Internet, parce que les bateaux peuvent être suivis. Même les bateaux qui éteignent leur système AIS, on peut toujours les suivre avec les satellites et les images radar. Donc, il y a une biodiversité très vulnérable qui est restée hors la loi pendant si longtemps et qui reste toujours hors la loi. Est-ce que l'arrivée du secteur pétrolier arrive à renverser ce statu quo de l'inaction? C'est la question qu'on se pose. Et on va voir les effets du puits Chinguetti en Mauritanie sur la biodiversité et la pêche industrielle dans cette zone spécifique. Donc, il y a une pêche industrielle dense, ça c'est le heatmap de 3 mois, données de Global Fishing. Et on voit aussi que ça chevauche avec les activités de l'industrie pétrolière. Les croix, c'est des forages, le jaune, c'est le pipeline. Et on va maintenant faire un zoom sur le projet Chinguetti. Donc, juste pour vous situer, ici c'est Nouakchott, ici c'est le puits Chinguetti à 80 km au large. Et ici, on voit le récif corallien se dessiner qui est tout près du puits Chinguetti. Ici, on voit un peu plus clairement, c'est 100 mètres, des montagnes de 100 mètres de haut. Et ici, la zone de sécurité réglementaire que chaque projet pétrolier a autour de ses installations. Donc, ça touche pas, on peut pas dire qu'il y aura un effet positif de cette zone de sécurité sur le récif corallien. Ça ne va pas avoir un effet. Woodside n'était pas sûr que la loi internationale est suffisante pour cette zone de pêche très intense. Donc, ils ont demandé une zone de sécurité plus large, protégée par un bateau pilote. On pouvait toujours y pêcher, mais sur surveillance accrue. Et en réalité, le quart de côte et Woodside prenaient contact avec chaque bateau à partir de la ligne jaune. Et donc là, on voit clairement qu'à partir de la ligne jaune, ça comprend une biodiversité exceptionnelle qui n'était pas protégée. Et on voit aussi que la pression de pêche, déjà dans la zone de sécurité protégée par le bateau pilote, a carrément été absente. Et on dirait aussi qu'il y a moins de pression de pêche autour du récif corallien. Mais ça, on ne peut pas le dire avec certainté parce qu'on n'a pas, il n'y a pas eu un suivi méthodique pour le prouver. Mais quand un bateau de recherche allemand est venu dans la zone, il a observé le suivant. Dans cette zone précise, ils ont trouvé des colonies de corail vivants dominées par madrepora qui ont eu une croissance de moins de 10 ans. Donc, on dirait que c'est un effet de réhabilitation grâce à la présence de la compagnie pétrolière. Donc, c'est un effet positif sur la biodiversité. On dirait. Mais combien est-ce que cet effet a été optimisé? On ne croit pas parce qu'il n'y a pas eu un plan concerté et ni de suivi méthodique. Donc le bilan du puits Chinguetti aurait pu être beaucoup mieux en optimisant les effets positifs. Ils ont fait quand même des paiements pour la biodiversité en versant $1 million par an dans un fonds pour l'environnement.
Donc, à l'aube du projet GTA, on veut construire sur l'expérience de Chinguetti et on veut pas le dégrader, mais on veut l'améliorer. C'était ça l'idée de notre initiative. Donc, est-ce qu'il y a les mêmes opportunités dans cette zone spécifique? Donc, on va regarder, on fait un zoom sur le projet et on voit que c'est un projet quand même différent que le Chinguetti. Le puits est beaucoup plus au large, mais il sera acheminé par un pipeline vers un FPSO qui est un peu dans le même genre de milieu que le projet Chinguetti et un hub LNG où le gaz sera liquéfié. On voit aussi qu'autour du FPSO, c'était ça le centre de notre intérêt, qu'il y a une pêche industrielle. Et il y a maintenant dans cette zone du même aménagement spatial une diversité à protéger. Et effectivement, on voit déjà des montagnes coralliennes qui commencent à se dessiner, qui sont naturellement évitées par la pêche. Donc on a pas mal de biodiversité à conserver ici. Donc en étudiant la zone plus en détail, 3 zones ont été identifiées qui peuvent être des futures aires marines protégées et sur lesquelles la compagnie pétrolière peut jouer son rôle en y mettant un bateau pilote non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour sécuriser les zones vulnérables au large. Et ça peut être éventuellement des zones aussi où la pêche artisanale peut avoir un accès exclusif, parce que la pêche artisanale n'a pas d'impact sur ces écosystèmes. Et en plus de cela, on s'est dit, on profite du pipeline et le câble électrique pour brancher plein d'appareils de mesure dessus pour mieux connaître le milieu. Aussi à la surface, la zone GTA est très importante pour des grandes baleines, des rorquals, mais aussi pour les dauphins climènes. Il y a plein d'espèces qui abondent ici, qu'il faut prendre en compte dans la gestion même du GTA et surtout le transport maritime du LNG, mais qui donne aussi des opportunités pour mieux protéger ces animaux contre la pêche industrielle et le transport maritime qui est aussi très dense au large de ces côtes. Alors, pour que l'optimisation des impacts positifs marche, il y a quand même des conditions préalables. La compagnie pétrolière doit être proactive envers la biodiversité et les pêcheurs artisanaux, et pas seulement avec une mentalité de cocher les cases, mais il faut vraiment vouloir comprendre le contexte local. Il faut une collaboration formalisée avec les gardes-côtes, les pêcheurs artisanaux et les instituts de recherche pour faire cette co-gestion de la zone. Une reconnaissance, il faut aussi des acteurs de la pêche industrielle pour la biodiversité vulnérable dans leur zone de pêche et plus de conscience sur l'urgence d'agir auprès des nations de pêche étrangères comme l'Union européenne, mais aussi les gouvernements locaux. Ils doivent mieux protéger la richesse qu'ils ont au large de leurs côtes pour le bien-être de tous. Je vous remercie pour votre attention.